Et donc, série suivante, Lakers contre Minnesota. Les Los Angeles Lakers contre les Minnesota Timberwolves. Bon, un peu les retrouvailles, retrouvailles entre Luka Doncic et la défense de Minnesota. Donc, bah, ça on dit, il les a... J'allais être vulgaire. Vous me permettez, il les a un peu torchés l'an passé en playoff. C'était une orgie offensive. En tout cas, il a bien plié ce qui était pourtant la meilleure défense de NBA et ce qui était pourtant une équipe qui avait éliminé l'attaquant ultime, Jokic, au tour d'avant. Et donc, on se disait, mais c'est pas possible. Bah si, il a fait beaucoup de mal. On va y arriver parce que c'est pas pareil cette année, vous allez voir. Déjà, rappelez qu'on a affaire aux Lakers, une équipe qui est surtout défensive. Cette année, on a une équipe qui est défensive. J'ai même parfois un peu critiqué en fin de saison le manque de créativité parfois de Redick qui, par rapport à l'attaque, je reste un peu sur ma faim parfois. Souvenez-vous le match contre les Warriors, qui est un peu une bataille du switch des deux côtés, mais d'un côté, il y a Steve Kerr qui anime bien son attaque malgré les switches. De l'autre côté, il y avait un peu un certain automatisme des Lakers. Bon, bref. Mais en tout cas, le modèle d'équipe qu'on a, c'est une défense qui est très très bonne, presque j'ai envie de dire élite par moment, ou pas que par moment. Plus un Luka Doncic et aussi un LeBron James, on l'oublie, mais il est toujours là. Donc il y a un peu un côté où comment est-ce que les Lakers gagnent les matchs, c'est grosse défense et en gros 2-3 stars qui sont un peu implacables, qui sont très très fortes pour scorer malgré tout et pour faire gagner ces match-ups un peu défensifs. Voilà, regardez les matchs de fin de saison, on est souvent sur des 105 points, 105, 102, plus que sur des 132, 128. Je caricature, vous voyez l'idée. Et en termes d'équipe, on est aussi sur un switch all Lakers plus Luka Doncic, donc ça on l'a dit. Bref, et de l'autre côté, les Wolves, c'est hyper intéressant, mais ils ont le 5e meilleur net rating de NBA. 5e. Ils ont le 5e meilleur différentiel attaque-défense de toute la ligue. Et c'est vrai que je me demande aussi à quel point est-ce qu'on n'a pas un peu, nous tous collectivement, et de manière inconsciente, c'est la définition, un peu un biais de déception par rapport au fait qu'ils sont moins bons que l'an passé. Mais en fait, ils sont moins bons que l'an passé, mais ils sont encore très bons. C'est un peu ça le truc, c'est que l'an passé il y avait aussi le narratif où c'était une équipe qui avait été mauvaise pendant longtemps, tout cliquait bien, la défense, etc. Donc il y avait un peu un côté surprise. Là cette année, non seulement on a un côté la surprise est passée, mais même ils sont un peu moins bons, un peu moins spectaculaires que l'an passé. Donc bon, c'est une équipe pas mal, mais un peu moyenne quoi. En tout cas, moi je trouve que la perception collective, dans le consensus collectif de cette équipe est très différente de l'an passé, où je trouve que le consensus était peut-être un peu au-dessus. Et je le rappelle, on a vraiment une équipe d'élite, les Wolves. 5e meilleur différentiel attaque-défense de NBA, qui est sans doute le meilleur indicateur pour une équipe, pour le coup. 8e attaque, 6e défense. Je répète, 8e attaque, 6e défense. Bon, ils sont plus premiers en défense, mais ils sont 6e, ok. Et par contre, ils sont 8e attaque. L'an passé, ils étaient à peine dans la moyenne, je crois. J'ai plus le chiffre, je l'ai peut-être noté quelque part, on verra. Mais ouais, ça, ils étaient 16e l'an passé et 8e cette année. Donc, mine de rien, est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé à quel point on a une équipe des Wolves qui tourne bien en attaque, malgré tout, malgré plein de choses, mais bref. Non, pour moi, la différence majeure, je pense qu'on peut, c'est pas sûr, on peut avoir une configuration de série totalement différente de l'an passé. Je m'explique. Pourquoi l'an passé, les Wolves se sont fait ouvrir par Luka Doncic ? Parce que ça faisait un drop. Pourquoi est-ce que ça faisait un drop ? Parce que c'était la moins pire des options. Donc il y avait un peu un côté, je vais pas refaire j'ai fait un podcast là-dessus si vous voulez, mais il y avait un peu un côté, le fameux billet du survivant, vous savez, avec l'histoire des avions qui partent à la guerre, ils reviennent et l'ingénieur il dit non, à la Deuxième Guerre mondiale, l'ingénieur il dit non, mais plutôt que réparer les parties qui ont été abîmées, on va renforcer les parties qui sont pas abîmées. Parce que toute évidence, les avions qui rentraient du combat, malgré telle partie qui est abîmée, vous voyez bien que telle partie peut être endommagée, ça les fait pas mourir. Alors que quand on considère tout l'échantillon, il y a des avions qui sont pas revenus. Donc ça veut dire qu'il y a certaines parties de l'avion qui ont été touchées et les mecs sont morts. Bref, oui, un peu l'idée, je vous refais pas tout le refrain si vous voulez le réécouter, mais l'histoire est très connue pour le biais du survivant. Mais en fait, voilà, le drop s'est fait ouvrir. Oui, le drop s'est fait totalement ouvrir, on va rester poli. Mais aussi pourquoi ? Parce que c'était la moins pire des options en fait, par rapport à Luka Doncic. Et t'étais un peu obligé. Mais pourquoi ? Parce que tu fais un edge, tu fais des 2 contre 1, Luka Doncic est le meilleur passeur de NBA ou pas loin, ou le deuxième si vous voulez. Et surtout sur pick and roll, c'est le premier. Donc tu fais des 2 contre 1 sur le ballon, sur Luka Doncic, il trouvait la passe dans le corner opposé. Donc t'étais mort. Et tu faisais du switch, t'étais mort aussi parce que tu offrais des match-up, des mismatchs. Mais,
Pourquoi est-ce que tu faisais pas des switches? Parce que l'an passé, tu pouvais pas faire des switches. L'an passé, tu ne pouvais pas. L'an passé, tu avais deux éléments, que sont Karl Anthony Towns et Mike Conley. Et ce sont deux éléments, c'était les deux qui ne switchaient pas, qui ne pouvaient absolument pas switcher sur Doncic. Donc en fait, tu ne pouvais pas partir sur ce modèle de switch all. D'ailleurs, tu pouvais, et ça le faisait, tu pouvais switcher les postes 2, 3, 4, ou même Gobert, ou voilà. Parfois, tu switchais sans problème. Nickel Alexander Walker, Anthony Edwards, etc. Quand il y avait des écrans avec ces mecs-là, ça switchait, ok. Mais Mike Conley, il faisait un edge and recover. Donc, je gêne un peu le porteur de balle, mais je reviens sur mon mec, parce que je peux pas switcher. Et Towns, c'est pareil. Et j'insiste, vraiment, je passe un peu de temps, j'insiste parce que pour moi, c'est ça le secret de la série de l'an passé. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de jouer en drop? Parce qu'on peut pas jouer autrement. Notamment, on peut pas jouer en edge. Bon, ça c'est trivial. Mais on peut pas non plus jouer en switch. Et donc, au final, ce qui a dicté ça, c'est des trucs qu'on n'a pas vus. On n'a pas vu. Voilà, c'était pas visible. Il n'y a pas de Doncic qui a attaqué Kat, Doncic qui a attaqué Mike Conley. On n'a pas vu. Mais justement, on n'a pas switché pour ne pas offrir ça. Parce que sinon, c'était trop rentable quoi, pour les Mavs. C'était un mismatch qui était trop grand. Et donc, Towns, edge and recover, Mike Conley, edge and recover. Or, 2024, on a dû faire du drop, on s'est fait ouvrir. 2025, je pense qu'on peut partir sur parfois, non pas tout le temps, mais parfois des séquences en switch all. Et donc, ça change totalement, pour moi, la dynamique de la série. Et donc, poursuivons, pourquoi tu peux partir là-dessus? Parce que tu n'as plus Karl Anthony Towns. Tu es remplacé par un mec qui en attaque a moins de shoot, mais qui, je pense, peut survivre beaucoup plus sur des switches et dans le périmètre et en défense, plus globalement. Julius Randle, évidemment. Et que Mike Conley n'est plus aussi important qu'avant pour moi. Je dis pas qu'il vaut rien. Je dis qu'en cours de saison, DiVincenzo est devenu titulaire. DiVincenzo, sa switch sur Doncic, c'est pas génial, mais je pense que tu as quand même moins peur qu'avec Conley. Donc, peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai quand même cette impression que parfois, par séquence, on va pouvoir tester un peu de switch, et sauf que ça change tout. Quand tu remplaces Towns et Mike Conley qui t'empêchaient de faire un switch all, et donc qui te dictaient un autre type de couverture sur lequel tu avais aussi des faiblesses, donc tu t'es fait ouvrir comme ça, mais en fait, tu pouvais pas basculer en switch. Là, je pense que tu peux. Et je serais intrigué parce que c'est un truc à tester. En fait, d'essayer d'attirer, ça change toute la philosophie et la stratégie de l'équipe défensivement. Parce que l'idée, c'est pas de tenir Luka Doncic à 0 points. Dans cette idée-là, tu vas lui offrir des mismatchs. Tu vas lui offrir des match-ups favorables en sa faveur. Évidemment, si tu switches un Randle, si tu switches même un DiVincenzo, oui, c'est quand même, ça reste à l'avantage de Doncic. Mais peut-être pas autant. Et surtout, disais-je, d'un point de vue stratégie, en fait, tu orientes l'attaque vers une autre direction. Et justement, on a vu dernièrement sur les 2 mois de Luka Doncic aux Lakers, je trouve que le play calling offensif n'a pas toujours été parfait. Je trouve que, alors c'est pas que le play calling, parfois aussi on a un peu les joueurs eux-mêmes qui sont en mode oui, on part à la chasse au mismatch, mais de manière un peu simpliste pour le coup. Et que même en termes de rentabilité, en fait, tu essaies d'attirer Luka Doncic et LeBron James et Austin Reeves ou d'autres, ou tout le monde, mais notamment Luka Doncic, l'attirer sur des 1 contre 1. Certes, ça reste un mismatch, et donc c'est à son avantage, mais l'exercice du 1 contre 1, c'est moins rentable, et c'est un truc, ça crée moins de chaos dans une défense. Donc, je pense que si tu peux te permettre, ça peut être intéressant. Et souvenez-vous d'ailleurs, bon, il y a cette image de Luka Doncic qui bat Gobert sur un switch, évidemment, en fin de match, il met le buzzer, bon, on connaît tous, évidemment. Mais même, souvenez-vous, Redick, le podcast LeBron avec Redick l'an passé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Redick faisait deviner à LeBron, à ton avis, c'est quoi la couverture la plus, la plus efficace contre Doncic? C'est le switch. Et de très loin. Mais parce qu'il y a une question de rentabilité des tirs, c'est des situations qui donnent des tirs qui rentrent moins souvent, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas une création de chaos. Parce qu'en fait, le switch n'autorise aucun décalage dans une défense. C'est le principe. Tu changes l'écran, hop, pas de décalage. Voilà. C'est le principe. Donc, il y aura un pari intéressant d'essayer d'attirer les Lakers dans cette bataille du switch et dans une attaque qui peut battre des 1 contre 1, mais qui en soi génère moins de jeu. Peut-être on peut le formuler comme ça. Donc j'ai hâte de voir. Peut-être que je me plante totalement, mais je pense vraiment que ça peut apparaître par séquence, pour le coup, et que ça peut faire du mal. En l'occurrence, une variable qui est assez évidente, vous l'avez compris, c'est Luka Doncic. Et c'est cette capacité à punir l'un contre un, parce que je dis que
en théorie, dans la moyenne, sur de gros échantillons, une isolation est moins rentable et efficace et crée moins de jeux et d'opportunités que un catch and shoot à 3 points, qu'un drive qui fait tout péter, driving kick, et tu obtiens un layup, ou tu obtiens un catch and shoot, etc. Ok, ça c'est la théorie. Après, il y a la pratique, non seulement avec Doncic, et la pratique de un petit échantillon. Parce que là, on parle pas d'une saison régulière. On parle de un échantillon tout petit. Et sur une série de playoffs, il suffit que tu aies un Doncic qui, 3 matchs, ils sont en feu, ils mettent tous à 1 contre 1, et puis t'es mort. Et alors que c'était la bonne tactique d'un point de vue théorique, on va dire, d'un point de vue probabiliste, mais les probabilités n'existent pas. Ceci est une histoire pour un autre jour. Mais il y a des papiers scientifiques qui viennent de sortir, là, si vous intéresse d'aller lire ça. Why probability doesn't exist. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a le plan de jeu théorique, et après, il y a aussi la question humaine en tactique. C'est-à-dire que voilà, moi, c'est très facile derrière mon micro de dire oui, il faut switcher, et Reddick aussi à l'époque, hein, ou tout le monde, il faut switcher, et d'un point de vue rentable, c'est la bonne chose à faire. Après, il y a l'aspect humain. Il y a l'aspect humain en match, Doncic commence un peu il commence à faire danser un Randle, il commence à faire danser un Gobert, il commence à mettre 3, 4, 5 paniers d'affilée. Tu sais que c'est la bonne chose à faire, tu sais que les probats sont de ton côté, le raisonnement est de ton côté, tu t'ajustes. Et de la même manière que quand t'as un non-shooter, tu le laisses ouvert, humainement, dans les faits, ça se passe comme ça, le mec met 1 shoot, 2 shoots, 3 shoots, 4 shoots, soit tu commences à avoir plus d'hésitation, soit tu changes le plan de jeu et tu commences un peu plus à le respecter. Voilà, donc toujours un peu cette dichotomie entre finalement la théorie et la pratique. Et donc la variabilité, c'est on peut aussi, rappelons-le, avoir Luka Doncic qui plaît à faire, quoi, et qui malgré le switch envoie tout le monde à la maison et dit non mais vous êtes gentil, le switch c'est fini, quoi. D'ailleurs c'était un peu un de mes points centraux quand j'avais parlé de Lakers en fin de saison. C'était pour moi, je pense que les Warriors sont peut-être un peu meilleurs en moyenne, mais les Lakers sont un plafond plus haut, en mode en fait si la défense marche et que t'as le vrai Luka Doncic, pas le Luka Doncic contre Golden State de fin de saison, là, le match qui était pas bien, pas le Luka Doncic qui galérait, mais je crois que 2 jours après il y avait le match contre OKC, souvenez-vous, voilà, le match contre OKC, OKC finit par switcher pour rendre la tâche la plus difficile possible, pour donner aucun décalage au passeur qui est Doncic, et pour le forcer sur l'isolation. Le mec a totalement assassiné, notamment Hartenstein sur des switches, sur des 1 contre 1. Donc, en fait, Doncic peut faire ça. Donc, c'est aussi à garder en tête, cette variabilité. Voilà. Et puis aussi, pourquoi pas tenter des switches end double, qui peut être intéressant aussi. C'est-à-dire, je switch au moment de l'écran, on laisse passer 1 seconde, 2 secondes, et hop, une prise à 2 qui se déclenche depuis l'autre aile, ou voilà, un truc comme ça. Pourquoi pas. Mais je voulais aussi revenir sur le drop. Je pense qu'on verra pas que du switch. Je pense qu'on pourrait aussi revoir le drop. Mais, il n'y a pas de Gafford, il n'y a pas de Lively cette année. Nous avons plutôt le partenaire de pick and roll, c'est Jackson Hayes. Or, Jackson Hayes est pas mal, Jackson Hayes peut faire du pick and roll, un peu de verticalité, menace de lob, mais pas au même niveau. Or, j'ai expliqué pourquoi Minnesota était forcé et contraint de par les joueurs qu'ils ont sur le terrain de jouer en drop, mais maintenant, expliquons aussi pourquoi le drop a aussi bien marché, parce que le premier rideau, McDaniels, un des meilleurs navigateurs d'écran de NBA, mais le fit et le match-up face à Doncic, c'est pas le bon, parce qu'il est pas assez puissant et que c'est pas un premier rideau qui, en termes de fit, dérange Luka Doncic, premièrement. Et deuxièmement, le drop, c'est quoi? Le drop, c'est je reste en retrait, l'intérieur reste en retrait plus bas que le niveau de l'écran, Rudy Gobert, et je dois gérer un 1 contre 2. Je dois gérer à la fois Doncic qui vient vers moi, et je dois aussi gérer la menace de lob qui part dans mon dos. C'est un exercice très compliqué, pour le coup. Pourquoi ça a aussi bien marché, c'est que, après il y a aussi devoir gérer par exemple le pick and pop. Mais Dallas n'avait pas de pick and pop, donc Gobert n'a jamais eu à se dire oula, est-ce que je reste en bas Doncic ou est-ce que je remonte sur le pick and pop? Mais c'est une autre histoire. Mais disais-je, pardon, le truc c'est que Dallas a été excellent sur ces 2 contre 1, parce que les deux étaient une vraie menace. Les deux étaient fantastiques. C'est-à-dire Doncic qui va sur ses spots sans trop de problèmes, parce que McDaniels c'est pas le bon match-up. Lou Dort l'était beaucoup plus le tour d'avant, mais McDaniels non. Et que ça plongeait dans le dos, et que forcément t'avais aussi un Gobert où quand Gobert montait un peu trop sur Doncic pour l'empêcher d'aller sur son spot, pour le contester, petite passe en cloche, et puis verticalité d'élite de Gafford et Lively. Soit sinon Gobert restait en retrait et voulait pas aller sur Doncic parce que la menace de lob dans le dos, et donc ça laissait un peu trop d'espace pour le flotteur ou pour le tir à 2 mètres du panier de Doncic, quoi. Donc, mais pourquoi j'en parle? Parce que je suis pas convaincu
je ne suis pas convaincu que cette année, Jackson Hayes représente une aussi bonne menace, pour le coup. Enfin, j'aime bien, hein, c'est utility, mais c'est pas élite. C'est pas élite. Je trouve pas. Il y a pas du tout les mêmes longueurs de bras. Et même, c'est pas la même qualité de rôle, à mon avis. Et même s'il l'était, en fait, Jackson Hayes, c'est un joueur calibre, à mon avis, 20 minutes, 25 minutes de jeu par match. Et vous me direz, ce qui était aussi Gafford et Lively, oui, mais il y en avait deux. Donc, tu pouvais assurer 48 minutes de soit Lively, Livelord, soit Lively, soit Gafford, de verticalité et de menace pour empêcher, pour faire mal au drop. Donc, c'est un peu différent cette année. Il n'y a que Jackson Hayes, il est moins bon. Il n'y a pas de deuxième option. Ou alors, il va nous sortir du Christian Coloco, pourquoi pas. Il va sortir un Trey Jamison aussi, mais c'est très costaud, ça a très large d'épaule, mais bon, le rôle n'est pas parfait, quoi. Donc voilà. Après, l'autre option, ça peut être aussi Finney Smith. Finney Smith, plutôt en poste 5 petit. Et c'est une des forces des Lakers. Hein. Pour moi, clairement, j'en ai parlé en fin de saison, mais c'est la force des Lakers, c'est de jouer avec un tel backup, Finney Smith, qui fait que si c'est lui le pivot, l'équipe adverse est obligée de mettre son pivot sur lui, et que Finney Smith, c'est l'option pick and pop. Et donc là, pourquoi pas imaginer aussi un Finney Smith qui pop à 3 points. Et là, pour le coup, Gobert est en mode ah mince, qu'est-ce que je fais, quoi. Mais je pense que, vu un peu les imperfections de spacing parfois de nos amis les Lakers, et vu la compétence off-ball des Wolves, j'arrive très bien à imaginer aussi un drop à 3, en fait, comme j'expliquais tout à l'heure. Gobert reste bas sur le drop et pour le contenir Doncic. McDaniels aussi revient sur lui et le pick and pop de Finney Smith, il va être défendu par un troisième homme qui va venir depuis l'autre côté. Donc voilà, j'avoue que c'est un peu pour toutes ces raisons où je m'imagine Minnesota tenter un peu plus des switches et donc emmener les Lakers sur une moins grande création de chaos et moins grande création de jeu, ou voir à quel point ce drop peut marcher ou pas marcher. Parce que c'est pas exactement les mêmes atouts. Et tout de même, avec cette variable de Luka Doncic, parfois, quoi que tu fasses, il peut quand même te battre. Donc, j'ai développé tout ça pour dire qu'au final, peut-être que oui, hein, Doncic s'enflamme et c'est foutu. Après, je serais quand même curieux de voir quelles vont être les couvertures sur LeBron et sur Reeves. Reeves a tendance, je sais pas pourquoi, on le traite comme si c'était plutôt un non-shooter généralement, alors que c'est un mec qui peut aller dans la mi-distance, prendre son pull-up ou encore mieux, il met son défenseur in jail, comme on dit, donc dans son dos, et puis excellentissime provocateur de faute, très très roublard et malin, si vous voulez un mot à connotation positive plutôt, puisque c'est une qualité pour le coup de provoquer des fautes. Donc voilà, et LeBron, je sais pas. LeBron, si ça switch, est-ce qu'il peut punir encore les switches? Moi, LeBron, toujours pareil, hein, ça fait 2 playoffs où moi je dis contre Denver, tiens, par flash on voit le vrai LeBron, et puis Denver peut rien faire, quoi. Mais c'est 20 possessions sur 100 parce qu'il n'a pas forcément le jus pour plus. Là, pour moi, il y a encore la même problématique. C'est-à-dire que tu me dis LeBron a retrouvé du jus. LeBron est fantastique et les Lakers sont champions. Je dis je suis étonné, mais je suis pas choqué. Tu me dis finalement il galère un peu contre les switches et puis ni en termes de quantité ni en termes de qualité. Parfois, il peut un peu galérer. Je serais pas choqué non plus. Je m'attends quand même à un grand LeBron, disons-le comme ça. Mais on va dire que autant le Doncic qui est top 3, top 5 NBA, tu peux te dire, lui, il va plus dans les switches, il peut le faire, on peut être confiant. Autant, si ça switch contre Austin Reeves, si ça switch contre LeBron, peut-être un peu plus difficile. Mais bref. Après, j'ai parlé de Finney Smith, il y a aussi un autre super pouvoir, à mon avis, chez ces Lakers, c'est qu'il y a LeBron. Merci d'enfoncer les portes ouvertes. Non, mais il y a LeBron. Et LeBron James, comment dire, c'est un peu le luxe, et je pense que historiquement, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, d'avoir Doncic et LeBron James. C'est-à-dire que on peut parler, par exemple, ok, il y a eu LeBron et Dwayne Wade, ok, il y a des configurations comme ça, des super teams, ça existe, hein. Mais Wade, c'était pas Doncic. Petit bonhomme, c'est pas Zizou. Pardon, j'ai des relents les yeux dans les bleus. Non, mais il y a un peu ce côté magique avec eux où en fait t'as LeBron James x2. Puisque Doncic est un peu le LeBron James 2.0. Mais t'as un porteur de balle qui fait 6-8, 6-9 et qui est le quarterback de ton équipe, ou qui peut l'être, et qui peut être un magnifique, le meilleur joueur de pick and roll de NBA. Et les deux ont ce gabarit. Donc, il y a un peu une question de match-up aussi là-dessus, de comment tu fais, comment tu gères les deux. À l'époque, l'an dernier, t'avais un Lou Dort à mettre sur Doncic, mais s'il n'y avait pas un deuxième Lou Dort, s'il fallait défendre aussi un LeBron. Là, il y a McDaniels, il y a Edwards. Mais qui d'autre? Est-ce que tu mets McDaniels sur Doncic, sachant que la défense peut être limitée par rapport à quel point il peut affecter ça, mais voilà, et du coup tu laisses Edwards sur LeBron, mais du
coup, LeBron peut le bully un peu au poste bas. Ou alors tu tentes au contraire Anthony Edwards sur Luka Doncic et McDaniel sur LeBron, mais même problématique. LeBron peut aller au poste bas, c'est une de ses forces. Voilà. Et puis tu perds aussi une des utilités de McDaniels, c'est-à-dire la navigation d'écran, etc. Et puis tu peux aussi utiliser LeBron en poseur d'écran, le jeu à deux avec Austin Reeves. Donc là-dessus, bon bah t'es ok, McDaniels ou Edwards, t'es gentil, mais en tant que défenseur d'un pick and roll, défenseur du poseur d'écran, bah, c'est plus la même utilité, c'est pas le même rôle, c'est pas le même métier, donc c'est pas là-dessus qu'ils sont bons. Ou alors, pourquoi pas tenter un Randle sur LeBron? Peut-être, hein, je pense que c'est éventuellement ce qui peut être tenté, à voir à quel point ça peut tenir. Parce que, ok, poste bas, il y a de la puissance, et donc il n'y a pas un côté bully, mais à quel point, voilà, en fait, clairement, si Minnesota met Randle sur LeBron, moi, si je suis Redick, j'appelle les pick and roll pour LeBron en porteur de balle classique. Et là, tu dis, bah, vas-y, Randle, t'es gentil, on va te faire naviguer un peu les écrans, toi. On va te faire un peu jouer. Tu veux être sur moi, pas de problème. Viens défendre en tant que défenseur du porteur de balle. Viens naviguer un écran, viens devoir gérer un pick and roll. Bon, après, vous allez me dire, peut-être qu'ils vont switcher et puis ça va être réglé, mais voilà, j'aime un peu. Enfin, c'est vraiment le vrai pouvoir magique pour moi de ces Lakers, c'est d'avoir deux fois LeBron ou deux fois Doncic, ou enfin, en tout cas, d'avoir les deux. Ce qui, en termes de match-up, impose des match-up très différents. On en a parlé beaucoup cette année. Mais il y a ce côté où les deux font que tu te retrouves souvent avec un cross-match. C'est-à-dire, je crois qu'on a parlé match contre Orlando, on a parlé match contre les Pacers, on a parlé contre les Warriors. T'avais, nos deux ailiers, le gros ailier, l'ailier fort ou le gros arrière. En défense, il en faut deux. Un sur LeBron, un sur Doncic. Et à chaque fois, tu te retrouves avec notre ami Rui Hachimura, qui, à cause de ces match-ups que tu es obligé de fabriquer, Hachimura défendu par Haliburton. Hachimura défendu par qu'est-ce que c'était Orlando, je sais plus, mais par un petit d'Orlando. Hachimura défendu par Stephen Curry. T'as des cross-matchs comme ça. Et voilà, ce super pouvoir des Lakers qui crée des situations faciles. Et en plus, JJ Redick appelle des post-up pour Hachimura qui peut punir un Haliburton, qui peut punir pas Jalen Suggs, Cole Anthony peut-être parfois c'était, je ne sais plus, qui peut punir un Stephen Curry. Donc ça c'est cool, quoi. C'est cool. Et cette question des match-up est centrale évidemment. Et puis juste pour terminer aussi ce côté-là, je m'attends aussi à du Dalton Knecht sur ce match. Voilà, Minnesota sont pas les meilleurs, on va y arriver pour punir les maillons faibles adverses. Et de l'autre côté, je pense qu'il y aura beaucoup besoin de shoot. Donc je pense que Knecht peut jouer pas mal de minutes. Sa place dans la rotation est parfois un peu irrégulière, mais je m'attends à ce que là, il joue pas mal, parce que, en fait, quand tu déploies une attaque avec Doncic, notamment si tu dois faire un switch, ou même de l'isolation, il peut aussi attaquer l'isolation très simplement, pas besoin d'écran, on l'a même pas dit, mais pas besoin d'écran, et tu attaques McDaniels dans l'espace. Voilà, ou même Edwards dans l'espace. Et les mecs sont pas assez costauds pour de l'isolation. Et comment tu fais? Bah, encore une fois, tu espaces bien, tu mets un shooter dans le corner, un shooter sur l'aile, tu mets Austin Reeves tout en haut, plein centre, et tu mets Knecht dans le corner, et Doncic qui attaque depuis l'aile. Voilà. Au milieu, il a un chemin pour lui. En tout cas, il a au moins deux shooters à droite et à gauche, et s'il y a une aide qui se déclenche à une passe près, hop, il déclenche, et ça fait un catch and shoot facile. Donc, Knecht, je m'attends à ce qu'il joue pas mal, à mon avis. Bref, voici pour l'attaque Lakers. Passons attaque Wolves. Là, la question, ça va être justement, comment est-ce que les Wolves vont pouvoir battre le switch des Lakers? Bon, comme dit, hein, les Wolves sont meilleurs en attaque que l'an passé, alors qu'on n'a pas forcément ce ressenti, sans doute, parce que le spacing de Towns manque, et ça, on le voit. Pour le coup, il y a beaucoup d'équipes qui ont dit qu'il manque de spacing, hein. Vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que les Wolves, c'est criant, et notamment, c'est ce qui permet de beaucoup mieux contenir, en tout cas, essayer de contenir Edwards, qui se plaint un peu des prises à deux, Edwards, mais pourquoi est-ce qu'il a aussi autant de prises à deux? C'est que le spacing n'est pas top, donc on peut se permettre de resserrer autour de lui. Et malgré tout, c'est un bon passeur. Je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès à la passe sur ses prises à deux. Il fait de bonnes lectures. En plus, il y a toujours son côté driving kick, des flashs un peu plus classiques de 1 contre 1, jouer au panier, et puis je ressors spectaculairement. Donc le créateur de chaos, on va dire. Donc voilà, on a cet aspect-là, mais les Lakers, ça switch tout. Ça switch tout, soit avec Jackson Hayes, et puis voilà, juste on change l'écran, il n'y a pas de décalage. Soit avec les line-up Finney Smith, Hachimura ou LeBron, ainsi de suite. Et il faut dire aussi que la défense des Lakers, pourquoi est-ce qu'elle est bonne? C'est que ça switch au niveau de l'écran, mais derrière, ça protège très très bien. Le coaching défensif de Redick est quand même assez admirable cette saison. Qu'est-ce qu'il arrive à faire alors, de mecs très bons, mais pas que. Il n'y a pas que l'organisation des mecs très bons, de Vanderbilt, Gabe Vincent, etc. Comment est-ce que LeBron joue défensivement cette année? Ça peut être irrégulier, mais je m'attends à ce qu'en playoff, ce soit moins irrégulier que d'habitude. Comment est-ce qu'un Luka Doncic joue en défense off-ball cette année aussi? C'est quand même assez bluffant depuis son transfert, etc., etc. Donc voilà, il y a cet aspect-là, et on a vu que c'est une des difficultés de l'attaque des Wolves, c'est ça. C'est que même, alors,
face à des prises à deux, bah, il fait ce qu'il peut, hein, il fait des bonnes lectures, etc. Mais sauf que quand ça manque de spacing, il fait la bonne lecture, mais ça peut pas être puni, grosso modo. Et de l'autre côté, il y a aussi l'aspect de, bah, sur des 1 contre 1, quand parfois il veut attaquer en 1 contre 1, même une équipe comme Denver, par exemple, on a vu un Minnesota-Denver il y a pas longtemps, bah, 1 contre 1, ça resserre autour de lui. Il y a Jokic qui vient, il se met en tête de raquette d'un côté, Porter Junior se met en tête de raquette de l'autre côté, et donc on se dit, ah, vas-y, attaque Christian Brown, tu peux le faire, t'es quand même meilleur que Christian Brown, Edwards. Vas-y, attaque-le 1 contre 1, mais c'est jamais des 1 contre 1. C'est jamais des vrais 1 contre 1 parce que le terrain est beaucoup resserré autour de lui. Donc ça, c'est un point à surveiller, à quel point les Wolves vont parvenir à se sortir un peu de ce truc-là, ou pas, d'ailleurs, à voir. Et puis, ce que j'aime bien néanmoins, ce que j'aime beaucoup, pourquoi est-ce que l'attaque est meilleure? Il y a moins de turnover. Beaucoup moins de turnover. Ça, je pense que c'est aussi le fait de... Bon, t'as perdu aussi un peu un joueur qui était un peu plus fantasque parfois, Towns, mais Edwards s'est beaucoup amélioré. Je trouve là-dessus, il est propre, hein, amélioré au passing, comme on a déjà parlé. Bref, il y a plein d'éléments, mais moins de turnover et plus de rebonds offensifs. Et ça Randle aussi. Donc en fait, l'attaque est meilleure parce que... Il y a un troisième point aussi, pardon. Ils prennent plus de 3 points. Mais... Pour moi, il y a aussi un côté, parfois les 3 points sont par dépit, quoi, parce que c'est tellement resserré à l'intérieur, il n'y a pas de place que, bon, bah, parfois, Nickel Alexander Walker ou je sais pas qui prend 3 points, mais c'est pas non plus un tir génial. Mais on va dire qu'il y a pas mal de longs 2 qui ont été transformés en 3, notamment de la part d'Edwards. Donc, c'est un gain à la marge, ça, de rentabilité sur le profil de tir, et puis des gains à la marge sur on perd moins de ballons et on récupère plus de possession, plus de rebonds. Donc, en fait, c'est plus de possession où on peut marquer. Ça peut paraître justement à la marge. Mais donc, c'est un bon coup tu tires dans le même sens, un sens positif, dans 2 domaines. Tu perds moins de ballons et tu récupères plus de rebonds. Donc, ça fait d'autant plus de nouvelles possessions que tu peux terminer par un tir. Donc, c'est cool. Et j'aime beaucoup Randle, j'avoue, sur ce match-up. Je suis pas le plus grand fan de Randle. Je pense encore que bon, le plan est sans doute à moyen terme. Je pensais que c'était à court terme, mais moi, je pense que le plan à moyen terme, c'est de peut-être s'en séparer pour laisser la place à Naz Reid, qui a l'air plus fonctionnel, mine de rien. Mais bref, mettons ça de côté. J'étais pas le plus grand fan, mais il y a un truc que j'aime bien avec Randle, il faisait pareil aux Knicks, et qui est assez cool, au-delà de sa polyvalence défensive, qui est passable, hein, qui est même plutôt pas mal, c'est l'attaque. Et l'attaque est la création de mismatch. Création de mismatch, et moi, j'aime pas quand il prend un tir, Randle, soyons clairs, mais quand il va au poste bas, notamment, qui a des prises à 2, je trouve que c'est une création de jeu qui est pas du tout inintéressante parce que le passing est quand même pas mal du tout. Le passing de Randle, ce qui est un peu marrant quand on se rappelle à Kentucky, il a dû faire 2 passes dans toute la saison, avec parfois 4 joueurs sur lui et 4 shooters à 3 points ouverts. Mais non, c'est une vraie création d'attaque qui est intéressante, plus aussi un côté polyvalence où il peut driver depuis le périmètre. Et on l'a vu sur des matchs récents, encore une fois, hein, de ça, à quel point c'était précieux. Et c'est une vraie source d'attaque secondaire. Pour le coup, c'est pas parfait, mais c'est là. Et ça, quand on rajoute aussi le rebond, j'aime bien, mais là où je trouve ça intéressant, c'est que précisément, tu vas affronter une équipe de switch, quoi de mieux que Randle? Quoi de mieux que Randle pour aller attaquer un switch au poste bas, ou alors dans le périmètre, mais surtout au poste bas, où si ça switch et le play call, c'est aller pick and roll entre un tel et Randle, Austin Reeves switch sur Randle va au poste bas, il est servi, et là, qu'est-ce qui se passe? Soit Randle peut punir un tel mismatch, soit prise à 2 et Randle peut déclencher son passing, et ainsi de suite, extra passe, panier sous le panier, dunk ou catch and shoot, etc. Voilà, c'est une vraie bonne source d'attaque et un très bon élément, je trouve, à avoir contre ce switch et un switch all. Donc ça me plaît beaucoup. Et même, je parlais de Reeves, hein, mais même en un sens, même Doncic sur le ballon, on peut être ciblé par un Randle ou par des mecs comme ça. Donc voilà. Je me demande à quel point les Lakers vont pas aussi, pourquoi pas tester, de pas faire que du switch, mais de justement essayer un peu d'aller titiller Edwards sur des prises à 2, éventuellement. Je ne sais pas. Ça m'intrigue. Notamment un peu l'option Blitz, qui peut être intéressante. Alors, Hard Edge, c'est quoi? Edge, c'est je monte au niveau de l'écran. Voilà. Hard Edge, c'est je monte au-delà du niveau de l'écran. Juste, hop, je m'interpose perpendiculairement, je force le porteur de balle à me contourner, et ensuite, moi, je reviens sur mon attaquant, ouais. Donc, je monte perpendiculairement à l'écran, je force à contourner et je reviens. Et après, il y a le blitz. Et le blitz, c'est un peu, c'est une trappe aussi. Parfois, on appelle ça une trappe, un blitz.
C'est littéralement une blitzkrieg de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième fois qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale dans ce podcast. Non, mais le blitzkrieg, vous savez, hein, de l'offensive agressive. Bref, c'est 2 contre 1. 2 contre 1 où vraiment, l'idée, c'est pas juste de faire un soft edge. Allez, 2 contre 1, on laisse venir. On enferme, mais on laisse venir, on laisse venir. Blitz, on sort très agressivement sur le joueur. Je me demande, je sais pas, à quel point ça peut se tester aussi par séquence ou plus que par séquence si ça marche. Aller un peu titiller ce passing de Edwards qui a beaucoup progressé, mais voilà, si t'as pas du tout d'option de shoot ou quoi autour, ça peut se tenter, ça peut s'imaginer. Donc voilà, honnêtement, bon, j'ai pas envie de parier contre Luka Doncic et contre les Lakers. Le niveau défensif des Lakers plus un Doncic en playoff, on sait que la recette marche. Mais je pense que la série va être plus disputée que ce que les gens pensent, à mon avis. Je pense. J'ai très hâte. J'ai très hâte. Le Minnesota est une vraie bonne équipe, à mon avis, qui a des faiblesses, mais qui a aussi 2-3 outils tactiques qui peuvent bien aller. Donc, ouais, je pense que ça va être très disputé. Je prédis pas l'upset, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un match 6-7, quoi, à mon avis.